Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, au milieu de la nuit, une pensée surgit sans prévenir, un souvenir que nous pensions oublier, une parole que nous n'avons jamais prononcée, un geste que nous avons retenu. Ces moments ne se laissent pas saisir, ils ne demandent rien, ils ne proposent rien, ils sont là, simplement, comme une présence silencieuse dans l'obscurité. Nous vivons avec l'idée que nous devrions nous connaître, que notre intérieur devrait nous être familier, que nos pensées, nos émotions, nos désirs devraient former un ensemble cohérent. Mais il arrive que nous nous surprenions nous-mêmes, qu'une réaction inattendue monte en nous, qu'un sentiment contradictoire apparaisse sans raison, qu'une part de nous agisse comme si elle ignorait tout du reste. Ces moments nous déstabilisent. Ils créent une fissure dans l'image que nous entretenons de nous-mêmes. Ils révèlent quelque chose que nous préférerions ne pas voir. Une zone obscure, un territoire sans cartographie, un endroit en nous qui ne correspond à rien de ce que nous voulons être. Nous appelons parfois cela nos défauts, nos faiblesses, nos contradictions, nos incohérences, et nous cherchons des moyens de les corriger, de les comprendre, de les intégrer, de les faire disparaître. Mais peut-être que ces zones obscures ne sont pas des erreurs, peut-être qu'elles ne demandent pas à être corrigées, peut-être qu'elles font partie de ce que nous sommes, non pas comme un défaut, mais comme une condition silencieuse de notre profondeur. Les parts invisibles. Nous portons en nous des parts que nous ne voyons pas, non pas parce qu'elles sont cachées volontairement, mais parce qu'elles existent en dehors du champ de notre attention. Elles agissent, elles influencent, elles colorent nos réactions, mais elles ne se présentent jamais directement, elles ne se nomment pas, elles ne demandent pas à être reconnues. Ces parts invisibles ne sont pas mystérieuses au sens fantastique du terme, elles sont simplement hors de portée. Notre conscience fonctionne comme un projecteur, elle éclaire certaines zones, elle laisse les autres dans l'obscurité. Ce qui reste dans l'obscurité n'a pas disparu, cela continue d'exister, de se mouvoir, de produire des effets. Les neurosciences nous apprennent que la majeure partie de notre activité mentale se déroule en dehors de notre conscience. Les chercheurs estiment que plus de 95% de nos processus cognitifs sont non conscients. Nos décisions se prennent avant que nous en ayons conscience. Nos émotions se forment avant que nous les ressentions. Nos réactions se préparent avant que nous les choisissions. Ce que nous appelons notre volonté, notre choix, notre intention, arrive souvent après que le processus a déjà commencé. Cela ne signifie pas que nous sommes des automates, ni que nous n'avons pas de contrôle. Cela signifie simplement que nous sommes plus vastes que ce que nous percevons, que notre intérieur contient des territoires que nous ne visitons jamais, des mécanismes que nous ne voyons pas fonctionner, des mémoires qui agissent sans se rappeler à nous. Ces parts invisibles ne sont pas étrangères, elles sont nous, mais elles opèrent dans une dimension que notre attention ne peut pas atteindre en permanence. Elles travaillent en silence, elles façonnent nos préférences sans que nous sachions pourquoi. Elles orientent nos choix selon des logiques que nous ne maîtrisons pas. Parfois, nous prenons une décision et nous nous étonnons nous-mêmes. Nous ne savions pas que nous allions dire cela. Nous ne savions pas que nous allions choisir cette direction. C'est comme si une autre part de nous avait décidé, une part qui connaît quelque chose que notre conscience ignore. Cette multiplicité intérieure n'est pas un dysfonctionnement, c'est la structure normale de notre psyché. Nous sommes composés de strates, de niveaux, de régions qui ne communiquent pas toutes entre elles. Et c'est précisément cette structure en couches qui nous donne notre profondeur, notre complexité, notre capacité à surprendre et à être surpris. La zone rejetée. Il y a des choses en nous que nous refusons, non pas consciemment, mais par un mouvement intérieur qui s'effectue avant la pensée. Une émotion surgit et immédiatement, sans décision,
Elle est écartée, repoussée, déniée. Ce processus ne demande pas notre accord, il se fait de lui-même, comme une protection automatique. Nous avons appris très tôt ce qui était acceptable, ce qui pouvait être montré, ce qui devait être gardé secret. Et nous avons construit, progressivement, une zone intérieure où nous déposons tout ce qui ne correspond pas à l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes. Cette zone ne contient pas seulement des défauts, elle contient aussi des désirs, des peurs, des colères, des tristesses, des envies, tout ce qui, à un moment, a été jugé inacceptable, dangereux, honteux ou simplement incompatible avec qui nous voulions être. Le psychanalyste Carl Jung appelait cette zone l'ombre, non pas au sens d'une noirceur morale, mais au sens d'une zone non éclairée. Tout ce qui n'est pas intégré dans notre image consciente de nous-mêmes, tout ce que nous ne reconnaissons pas comme étant nous, tout ce que nous refusons de voir. Jung suggérait que l'ombre n'est pas composée uniquement de tendances négatives. Elle contient aussi des potentiels positifs que nous avons rejetés, des talents que nous avons enfouis, des forces que nous n'avons jamais osé exprimer. Parce que parfois, être lumineux fait peur autant qu'être sombre, parce que se montrer puissant peut sembler dangereux, parce que exprimer sa créativité peut être vécu comme une transgression. La zone rejetée n'est donc pas un lieu de mal, c'est un lieu de refus, un endroit où nous avons déposé tout ce qui, à un moment, semblait impossible à porter. Et cette zone continue d'exister. Elle ne disparaît pas parce que nous l'ignorons, elle agit, elle influence, elle se manifeste, souvent de manière détournée, dans nos rêves, dans nos projections, dans nos réactions excessives. Quand nous réagissons de manière disproportionnée à quelque chose, quand une situation nous affecte au-delà de ce qu'elle devrait, quand nous ressentons une émotion intense sans comprendre pourquoi, il est possible que nous ayons touché quelque chose dans la zone rejetée, un territoire que nous préférons ne pas voir, mais qui existe malgré tout. Cette zone se forme très tôt. Dans l'enfance, nous apprenons rapidement ce qui est récompensé et ce qui est puni, ce qui fait sourire nos parents et ce qui les fait froncer les sourcils. Un enfant qui exprime sa colère et se fait gronder apprend à refouler cette colère. Un enfant qui pleure et reçoit du mépris apprend à cacher sa tristesse. Un enfant dont l'exubérance dérange apprend à se faire plus petit. Ces apprentissages ne sont pas toujours traumatiques, ils font partie de la socialisation normale. Mais ils créent une division entre ce que nous pouvons être et ce que nous devons cacher, entre notre spontanéité et notre adaptation. Et ce qui est caché ne disparaît pas. Il attend, dans l'ombre, parfois pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un événement, une rencontre, une crise, fasse remonter à la surface ce qui était enfoui, ce que nous projetons. Nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est. Nous le voyons coloré par notre intérieur, teinté de nos attentes, modifié par nos peurs, façonné par nos désirs. Ce processus s'appelle la projection. Nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous. Nous leur attribuons des intentions qu'ils n'ont pas. Nous leur prêtons des émotions qui sont les nôtres, sans le savoir, sans le vouloir. La projection n'est pas un mensonge volontaire, c'est un mécanisme automatique de notre psyché. Quand nous refusons de reconnaître quelque chose en nous, cette chose ne disparaît pas, elle se déplace, elle se projette sur le monde extérieur, sur les autres, sur les situations. Jung disait que ce que nous critiquons le plus chez les autres révèle souvent ce que nous refusons de voir en nous. Quand nous ressentons une irritation intense face à un comportement, quand nous jugeons quelqu'un avec une sévérité particulière, quand nous éprouvons une fascination étrange pour un trait de caractère, il est possible que nous soyons face à notre propre ombre projetée. Cela ne signifie pas que nous sommes coupables de ce que nous voyons chez les autres, ni que tout jugement est une projection. Cela signifie simplement que notre relation au monde extérieur est toujours influencée par notre monde intérieur, et que parfois,
Ce que nous refusons de regarder en nous trouve un moyen de se montrer à travers les autres. Les recherches en psychologie sociale confirment ce mécanisme. Les études montrent que nous avons tendance à attribuer aux autres les traits que nous réprimons en nous-mêmes, que nous sommes particulièrement sensibles aux comportements qui résonnent avec nos propres zones non intégrées, que notre perception des autres est rarement neutre, elle est toujours filtrée par ce que nous portons. Par exemple, quelqu'un qui a réprimé toute forme d'agressivité pourrait voir de l'agressivité partout, dans des gestes qui sont simplement affirmés, dans des paroles qui sont simplement directes. Quelqu'un qui a enfoui son propre égoïsme pourrait être excessivement critique envers l'égoïsme des autres. Quelqu'un qui nie sa propre fragilité pourrait mépriser la vulnérabilité chez autrui. Ces projections créent des difficultés dans les relations. Nous réagissons non pas à ce que l'autre est vraiment, mais à ce que nous projetons sur lui. Nous nous battons contre des fantômes, nous aimons des mirages, nous fuyons des menaces qui n'existent que dans notre perception. Reconnaître nos projections ne signifie pas les arrêter. Nous ne pouvons pas cesser de projeter. Mais nous pouvons commencer à remarquer, à observer, à questionner. Quand une réaction semble trop intense, quand un jugement semble trop rapide, quand une fascination semble inexplicable, nous pouvons simplement nous demander « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» sans chercher de réponse immédiate, sans vouloir corriger quoi que ce soit. Juste observer que quelque chose en nous a réagi et que cette réaction porte peut-être une information. Parfois, cette simple observation suffit. Nous voyons que nous projetons, et dans cette vision, la projection perd un peu de son pouvoir. Nous pouvons commencer à voir l'autre plus clairement, et nous-mêmes aussi. Les contradictions intérieures. Nous sommes multiples, non pas au sens d'un désordre, mais au sens d'une coexistence. Plusieurs voix habitent en nous, plusieurs désirs, plusieurs peurs, plusieurs versions de nous-mêmes. Ces versions ne sont pas toujours compatibles. Nous voulons être seuls et nous voulons être entourés. Nous désirons la sécurité et nous aspirons au risque. Nous cherchons la stabilité et nous rêvons de changement. Ces désirs opposés ne se succèdent pas. Ils coexistent en même temps dans le même espace intérieur. Cette coexistence crée une tension. Nous aimerions être cohérents. Nous aimerions qu'une seule voix parle en nous. Nous aimerions savoir clairement ce que nous voulons. Mais la réalité est plus complexe, plus mouvante, plus contradictoire. Le poète Walt Whitman écrivait « Je me contredis. Très bien, je me contredis. Je suis vaste, je contiens des multitudes. Cette vastitude n'est pas un défaut, c'est une condition. » Les recherches en psychologie montrent que la capacité à tolérer l'ambivalence est un signe de maturité psychologique. Les personnes capables de maintenir simultanément des sentiments contradictoires ont tendance à avoir une meilleure santé mentale, une plus grande flexibilité cognitive, une capacité accrue à faire face à la complexité. Ce n'est pas la résolution des contradictions qui nous rend entiers, c'est la capacité à les laisser coexister. Nous portons en nous des parts qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui poursuivent des objectifs différents. Une part de nous veut avancer, une autre veut rester. Une part de nous cherche la lumière, une autre se sent à l'aise dans l'obscurité. Une part de nous aspire à la grandeur, une autre préfère la discrétion. Ces parts ne demandent pas à être réconciliées, elles demandent simplement à exister, sans être jugées, sans être corrigées, sans être hiérarchisées, juste reconnues comme faisant partie de ce que nous sommes. Devenir entier ne signifie pas devenir unifié. Cela signifie accepter que nous ne le serons jamais, que la contradiction n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à habiter. Parfois, nous choisissons une direction, nous prenons une décision, nous nous engageons dans une voie, mais une autre part de nous continue de désirer l'opposé. Nous pouvons nous marier tout en gardant une part
qui rêvent de solitude. Nous pouvons choisir la sécurité tout en portant une part qui aspire à l'aventure. Nous pouvons nous engager professionnellement tout en conservant une part qui voudrait tout abandonner. Ces contradictions ne signifient pas que nos choix sont faux. Elles signifient simplement que tout choix implique un sacrifice, que nous ne pouvons pas tout vivre, que certaines parts de nous resteront inassouvies et que c'est normal. L'important n'est pas d'éliminer ces parts contradictoires, mais de les reconnaître, de leur donner une place intérieure, même si elles ne peuvent pas s'exprimer extérieurement, de savoir qu'elles sont là et que leur présence ne remet pas en question nos choix. Le masque social. Nous portons tous un masque, non pas pour tromper, mais pour exister socialement. Jung appelait ce masque la persona, un mot latin qui désignait le masque des acteurs de théâtre. La persona est la part de nous que nous montrons au monde. Elle se construit progressivement, dès l'enfance, en fonction de ce qui est valorisé, de ce qui est attendu, de ce qui permet d'être accepté. Nous apprenons à être polis, à sourire quand il faut, à taire ce qui pourrait déranger, à adapter notre comportement selon le contexte. Cette adaptation n'est pas une hypocrisie, c'est une nécessité sociale. Sans persona, nous serions incapables de fonctionner dans le monde, nous exposerions constamment notre intérieur brut, nous serions vulnérables en permanence. La persona est une protection, une interface, un moyen de naviguer dans le monde sans nous dissoudre. Mais la persona peut devenir problématique quand nous nous identifions complètement à elle, quand nous oublions qu'elle n'est qu'une part de nous, quand nous croyons que nous sommes le masque. Alors nous perdons le contact avec le reste, avec ce qui existe en dessous, avec ce qui ne se montre pas. Jung disait que l'un des grands dangers de la vie moderne est de vivre uniquement à travers la persona, de devenir sa fonction sociale, son rôle professionnel, son statut, de perdre le lien avec ce qui, en nous, ne correspond pas à cette image. Les recherches en sociologie confirment cette observation. Erving Goffman, sociologue américain, a étudié ce qu'il appelait la présentation de soi dans la vie quotidienne. Il montrait que nous jouons constamment des rôles, que nous adaptons notre comportement selon le public, que nous gérons notre image comme des acteurs sur une scène. Cette gestion n'est pas artificielle, elle est constitutive de notre existence sociale. Mais elle crée aussi un écart entre ce que nous montrons et ce que nous ressentons, entre notre façade publique et notre expérience intérieure. Cet écart peut devenir douloureux, surtout quand il se creuse trop, quand nous sentons que personne ne connaît vraiment ce que nous sommes, que nous vivons dans une performance constante. L'ombre se forme en partie à partir de cet écart. Tout ce que nous ne pouvons pas montrer à travers notre persona, tout ce qui est incompatible avec notre rôle social, tout ce qui doit rester caché pour être accepté, se dépose dans la zone obscure et continue d'exister, d'agir, de demander reconnaissance. Parfois, nous vivons si longtemps derrière notre masque que nous oublions ce qu'il y a dessous. Nous devenons étrangers à nous-mêmes. Nous ne savons plus ce que nous ressentons vraiment, ce que nous désirons vraiment, ce que nous pensons vraiment. Nous avons si bien appris à jouer le rôle que le rôle nous a absorbés. Devenir entier ne signifie pas abandonner la persona, ni exposer brutalement notre intérieur au monde. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas que le masque, que quelque chose d'autre existe, que cette autre part a sa place, même si elle ne peut pas toujours se montrer. Il y a une différence entre porter un masque consciemment et être le masque. Quand nous portons le masque consciemment, nous savons que nous jouons un rôle. Nous pouvons l'enlever quand nous sommes seuls ou avec des intimes. Quand nous sommes le masque, nous ne savons plus où il commence et où nous finissons. Nous l'avons tellement bien intégré qu'il est devenu notre seule réalité. Retrouver ce qui existe sous le masque demande du temps,
de la patience, du silence, de la solitude, des moments où nous pouvons laisser tomber la façade, où personne ne nous regarde, où nous n'avons pas à être quelqu'un en particulier. La honte silencieuse. Il y a une émotion que nous portons souvent sans la nommer. Elle ne se manifeste pas comme la colère, elle ne s'exprime pas comme la tristesse. Elle reste tapie, discrète, mais profondément enracinée. Cette émotion est la honte. La honte n'est pas la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis quelque chose de mal ». La culpabilité porte sur un acte, la honte porte sur l'être. Elle est une évaluation négative de soi, profonde, globale, souvent invisible. Nous développons la honte très tôt, dans les regards que nous recevons, dans les silences qui suivent à certains de nos comportements, dans les moments où nous sentons que nous ne sommes pas comme il faudrait. La honte se forme dans la relation. Elle naît du sentiment d'être vu et jugé, d'être exposé dans notre inadéquation. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait du vrai self et du faux self. Le vrai self est ce que nous sommes spontanément, nos désirs réels, nos besoins authentiques. Le faux self est ce que nous construisons pour être acceptés, pour répondre aux attentes, pour éviter le rejet. Quand le vrai self ne peut pas s'exprimer, quand il est systématiquement réprimé ou ignoré, il se retire, se cache, devient source de honte. Nous apprenons à avoir honte de qui nous sommes vraiment, et nous construisons une version acceptable, une version qui peut être montrée sans danger. La honte est intimement liée à l'ombre. Tout ce dont nous avons honte, tout ce que nous jugeons inacceptable en nous, se dépose dans la zone obscure. Nos désirs inavoués, nos pensées interdites, nos émotions jugées inappropriées, nos besoins considérés comme faibles. Les recherches de Brené Brown, chercheuse spécialisée dans la vulnérabilité et la honte, montrent que la honte prospère dans le secret. Plus nous cachons ce dont nous avons honte, plus la honte grandit. Elle se nourrit de l'isolement, du sentiment que nous sommes les seuls à porter cette chose inacceptable. Mais quand nous découvrons que d'autres portent des hontes similaires, la honte perd de son pouvoir. Cela ne signifie pas que nous devons tout exposer, ni que nous devons raconter publiquement ce que nous cachons, mais reconnaître, même intérieurement, que la honte existe, que nous portons des parts de nous dont nous avons honte. C'est déjà un premier pas vers une relation différente avec l'ombre. La honte silencieuse ne demande pas à être guérie, elle demande simplement à être reconnue, à exister sans être immédiatement rejetée, à avoir une place, même discrète, dans notre conscience. Parfois, nous portons la honte de choses que nous n'avons pas choisies. Notre corps, notre origine, notre histoire familiale, nos handicaps. Ces hontes ne viennent pas de nos actes, elles viennent du regard des autres intériorisés, du sentiment que nous ne sommes pas comme il faudrait, que nous ne correspondons pas à la norme, que notre simple existence est problématique. Ces hontes sont particulièrement insidieuses parce qu'elles ne portent sur rien que nous puissions changer. Elles sont liées à ce que nous sommes et elles créent un sentiment profond d'inadéquation, une impression que nous ne méritons pas d'occuper l'espace que nous occupons, que nous devrions nous excuser d'exister. Reconnaître la honte ne la fait pas disparaître, mais cela crée une petite distance. Nous pouvons commencer à voir que la honte est une émotion, pas une vérité sur ce que nous sommes, qu'elle a été construite par des regards, par des jugements, par des normes intériorisées, et que nous pouvons lentement questionner ces constructions. Les rêves comme messagers. La nuit, quand la conscience se retire, une autre scène s'ouvre. Les rêves émergent. Ils ne suivent pas de logique linéaire. Ils mélangent les temps. Ils déforment les visages. Ils créent des situations impossibles. Pendant longtemps,
Les rêves ont été considérés comme des productions aléatoires du cerveau, des décharges neuronales sans signification, des résidus de la journée réorganisés au hasard. Mais Freud, puis Jung, ont proposé une autre vision. Les rêves ne sont pas du bruit, ils sont du signal. Ils portent des messages de l'inconscient. Ils révèlent ce que la conscience refuse de voir. Ils donnent forme à ce qui n'a pas de place dans notre vie éveillée. Jung voyait les rêves comme des tentatives de compensation. Quand notre vie consciente est déséquilibrée, quand nous ignorons une part importante de nous-mêmes, quand nous refusons de reconnaître certaines émotions ou certains besoins, les rêves produisent des images qui rétablissent l'équilibre. Ils apportent ce qui manque, ils exposent ce qui est caché. Par exemple, si nous vivons de manière trop contrôlée, si nous réprimons toute spontanéité, nous pourrions rêver de chaos, de situations hors de contrôle, d'effondrement, non pas pour nous effrayer, mais pour nous montrer ce que nous réprimons, pour donner une forme à ce qui ne peut pas s'exprimer autrement. L'ombre apparaît souvent dans les rêves sous forme de figures menaçantes, des poursuivants, des agresseurs, des créatures inquiétantes. Mais ces figures ne sont pas des ennemis, elles sont des parts de nous-mêmes que nous avons rejetées. Jung suggérait que quand nous rêvons d'être poursuivis, la question n'est pas de fuir plus vite, mais de se retourner, de regarder ce qui nous poursuit, de lui demander ce qu'il veut. Les neurosciences modernes confirment que les rêves jouent un rôle dans le traitement émotionnel. Pendant le sommeil paradoxal, la phase où nous rêvons le plus, le cerveau réactive des mémoires émotionnelles, il les retraite, il les intègre. Les rêves permettent de traiter des émotions difficiles dans un espace protégé, où les conséquences ne sont pas réelles, où nous pouvons explorer sans danger. Nous ne pouvons pas forcer l'interprétation des rêves, ils ne se laissent pas traduire comme un code simple, mais nous pouvons les accueillir, les noter, les observer, sans chercher immédiatement à les comprendre, juste en reconnaissant qu'ils portent quelque chose, qu'ils viennent de zones que nous ne visitons pas consciemment. Parfois, un rêve reste en nous, une image persiste, une sensation demeure. Ce n'est pas nécessairement parce que nous devons faire quelque chose avec ce rêve, mais peut-être parce qu'il touche quelque chose d'important, quelque chose qui demande simplement à être reconnu, même sans être compris. Les rêves récurrents sont particulièrement significatifs. Quand nous rêvons encore et encore de la même situation, du même lieu, de la même menace, c'est comme si l'inconscient insistait, comme s'il cherchait à nous montrer quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose d'important qui demande attention, qui refuse d'être ignoré. Parfois, simplement prêter attention au rêve suffit, le reconnaître, l'accueillir, se demander ce qu'il pourrait signifier, et le rêve cesse de se répéter, comme si le message avait été reçu, même si nous ne l'avons pas complètement compris. Le silence intérieur. Nous vivons dans le bruit. Non seulement le bruit extérieur, les sons de la ville, les notifications, les conversations, mais aussi le bruit intérieur, le flux constant de pensées, les jugements automatiques, les commentaires mentaux sur tout ce qui se passe, les anticipations, les regrets. Ce bruit intérieur nous éloigne de quelque chose, de zones plus silencieuses, de parts de nous qui ne parlent pas, qui existent sans se formuler. L'ombre ne parle pas le langage de la pensée consciente. Elle ne s'exprime pas en concepts clairs, elle ne formule pas de demandes explicites. Elle existe dans un registre différent, dans les sensations, dans les impressions, dans les mouvements subtils de l'humeur. Pour percevoir ces zones, nous avons besoin de silence. Non pas un silence absolu, mais un espace où le bruit mental peut se calmer, où nous pouvons simplement être présents sans commenter, sans analyser, sans juger. Les pratiques contemplatives dans de nombreuses traditions visent à créer ce silence. La méditation, la prière silencieuse,
la marche contemplative. Toutes ces pratiques ne cherchent pas à atteindre un état spécial, elles créent simplement un espace où ce qui est habituellement couvert par le bruit peut devenir perceptible. Dans ce silence, des choses émergent, des émotions que nous ne savions pas porter, des tensions que nous ne sentions pas, des désirs que nous n'avions pas remarqués. Parfois simplement une présence, une sensation d'exister qui n'a pas besoin de se justifier. Les neurosciences montrent que quand nous cessons l'activité mentale dirigée, quand nous entrons dans ce qu'on appelle l'état de repos, le cerveau ne s'arrête pas. Il active ce qu'on nomme le réseau du mode par défaut. Ce réseau est impliqué dans la conscience de soi, dans la mémoire autobiographique, dans l'imagination, dans la projection, dans le futur. C'est dans cet état que nous nous connectons à nous-mêmes de manière plus large, au-delà de la tâche immédiate, au-delà de la performance. Le silence intérieur n'est pas un vide. C'est un espace plein, mais d'une plénitude différente. Une plénitude qui ne se mesure pas en pensée claire, en insight brillant, en révélation soudaine, mais simplement en présence, en capacité à être là, sans fuir, sans combler. Dans ce silence, l'ombre peut commencer à se montrer, non pas de manière spectaculaire, mais par petites touches, une sensation, un mouvement intérieur, une reconnaissance discrète, quelque chose qui dit « oui, cela aussi est là, même si je ne l'ai jamais nommé ». Nous avons souvent peur de ce silence, peur de ce qui pourrait émerger si nous arrêtions de nous distraire, peur de nous retrouver face à nous-mêmes. C'est pourquoi nous remplissons chaque instant, pourquoi nous ne pouvons pas rester seuls, sans occupation, pourquoi nous fuyons le vide. Mais ce vide n'est pas dangereux, il est simplement inconnu, et l'inconnu fait peur. Mais si nous osons y entrer, si nous acceptons de rester, nous découvrons que ce vide est habité, qu'il contient des choses, des parts de nous que le bruit masquait. L'acceptation sans résolution. Nous avons été formés à résoudre. Chaque problème doit avoir une solution, chaque tension doit être apaisée, chaque contradiction doit être résolue. Nous cherchons la cohérence, l'harmonie, l'équilibre. Mais certaines choses en nous ne se résolvent pas. Elles ne demandent pas à être résolues, elles demandent simplement à exister. L'ombre ne peut pas être intégrée au sens où nous l'entendons habituellement. Elle ne peut pas être transformée en lumière, elle ne peut pas être corrigée, elle ne peut pas devenir acceptable. Elle reste ombre. Jung disait que le but n'est pas d'éliminer l'ombre, ni même de la comprendre complètement. Le but est de reconnaître son existence, de cesser de prétendre qu'elle n'est pas là, de lui donner une place, même si cette place reste dans l'obscurité. Cette reconnaissance ne produit pas de résolution. Nous ne devenons pas soudainement cohérents, nous ne cessons pas d'être contradictoires, nous ne perdons pas nos zones d'ombre. Nous devenons simplement capables de les porter, sans en être écrasés, sans avoir besoin de les nier. Le philosophe allemand Theodor Adorno parlait de la pensée dialectique, une pensée capable de maintenir ensemble des éléments contradictoires sans les résoudre dans une synthèse facile. Il disait que la vérité réside souvent dans la tension, non dans la résolution. Cette capacité à habiter la tension est une forme de maturité. Elle ne se développe pas par effort volontaire, elle émerge progressivement. Quand nous cessons de fuir ce qui est inconfortable, quand nous arrêtons de chercher une issue rapide, quand nous acceptons que certaines choses resteront non résolues, cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une reconnaissance. Reconnaître que nous portons des parts incompatibles, que nous ne serons jamais complètement cohérents, que l'ombre fait partie de notre structure et que c'est acceptable, non pas parce que c'est bien, mais parce que c'est ainsi. Devenir entier ne signifie pas devenir parfait, ni même devenir meilleur. Cela signifie devenir plus vaste,
capable de contenir plus de choses, y compris des choses qui ne se réconcilient pas, y compris des parts qui ne s'aiment pas, y compris des zones qui resteront obscures. Nous pouvons passer notre vie à chercher à résoudre nos contradictions, à essayer de devenir cohérents, à vouloir être unifiés. Mais cette quête est sans fin, car chaque résolution crée de nouvelles tensions, chaque unification laisse des parts de côté. Ou nous pouvons accepter d'être multiples, d'être contradictoires, d'être parfois incompréhensibles, même à nos propres yeux. Et dans cette acceptation, il y a une forme de paix, non pas la paix de la résolution, mais la paix de cesser de lutter contre ce qui est. La créativité de l'ombre. L'ombre n'est pas seulement un poids, elle est aussi une source. De nombreux artistes, écrivains, créateurs ont exploré cette dimension. Ils ont puisé dans leurs zones obscures, dans leurs obsessions, dans leurs peurs, dans ce qu'ils ne pouvaient pas montrer directement. L'art offre un espace où l'ombre peut s'exprimer sans danger, où ce qui est interdit dans la vie ordinaire peut prendre forme, où les contradictions peuvent coexister sans être jugées. Le peintre Francis Bacon explorait la violence, la distorsion, l'angoisse. Il donnait forme à des visions que nous préférons généralement ne pas voir. L'écrivain Dostoïevski plongeait dans les abîmes psychologiques. Il décrivait des personnages rongés par la culpabilité, la paranoïa, l'obsession. La poète Sylvia Plath écrivait depuis ses zones les plus sombres, donnant des mots à des états que beaucoup ressentent mais n'osent pas nommer. Ces créations ne sont pas thérapeutiques au sens classique. Elles ne résolvent pas les tensions. Elles ne guérissent pas les blessures. Mais elles donnent une forme. Elles rendent visible ce qui était invisible. Elles transforment l'ombre en matière. Jung parlait de la fonction transcendante. Un processus par lequel les contenus inconscients peuvent émerger et prendre forme dans la conscience. Ce processus ne se fait pas uniquement par la pensée, il passe souvent par l'image, par le symbole, par la création. Dessiner, écrire, jouer de la musique, danser, toutes ces activités peuvent permettre à l'ombre de s'exprimer sans avoir à être traduite en mots. Les recherches en psychologie montrent que l'expression créative a des effets bénéfiques sur la santé mentale, non pas parce qu'elle résout les problèmes, mais parce qu'elle crée un canal par lequel ce qui est bloqué peut circuler, par lequel ce qui est réprimé peut trouver une issue. Nous n'avons pas besoin d'être artistes professionnels pour accéder à cette dimension. Écrire pour soi, sans intention de montrer, dessiner sans chercher à bien faire, chanter sans public. Ces gestes simples créent un espace où l'ombre peut se manifester, où elle peut prendre une forme tangible, sans être immédiatement jugée, sans avoir besoin d'être expliquée. L'ombre créative n'est pas l'ombre destructrice, c'est l'ombre qui, au lieu de se retourner contre nous, au lieu de s'exprimer par des symptômes, par des projections, par des comportements compulsifs, trouve un chemin pour exister, pour se montrer, pour contribuer. Certains des plus grands artistes ont dit qu'ils créaient pour ne pas sombrer, que leur œuvre était une façon de donner forme au chaos intérieur, de transformer ce qui pourrait être destructeur en quelque chose qui peut être regardé, contemplé, partagé. Nous portons tous cette possibilité, non pas celle de devenir des artistes reconnus, mais celle de trouver des moyens de laisser l'ombre s'exprimer, sans qu'elle ait besoin de détruire pour exister. Parfois, simplement écrire ce que nous ressentons, sans structure, sans but, sans censure, permet à quelque chose de se dénouer. Ce qui était comprimé trouve un espace, ce qui était confus commence à prendre forme. Et même si personne ne lit jamais ces mots, même si nous les détruisons ensuite, quelque chose s'est passé, l'ombre a eu la parole, elle a pu exister, même brièvement, à la lumière. Les relations comme miroir.
Nous ne nous voyons jamais complètement seuls. Nous nous découvrons dans le regard des autres, dans leur réaction à ce que nous sommes, dans ce qu'ils reflètent de nous. Les relations sont des miroirs, mais des miroirs déformants, qui ne montrent pas une image fidèle, mais une version filtrée par l'autre, par ses propres projections, par ses propres ombres. Malgré cette déformation, les relations révèlent des choses. Elles activent des parts de nous qui restent endormies quand nous sommes seuls. Certaines personnes réveillent notre colère, d'autres notre tendresse, d'autres notre peur. Ces réactions ne dépendent pas seulement de l'autre, elles dépendent de ce qui, en nous, entre en résonance. Jung parlait de la projection dans les relations. Nous projetons sur l'autre des parts de notre ombre, des parts que nous ne voulons pas voir en nous. Et parfois, nous projetons aussi des potentiels, des parts lumineuses que nous ne nous autorisons pas à vivre. Par exemple, nous pourrions admirer chez quelqu'un sa capacité à s'affirmer. Cette admiration peut pointer vers une part de nous que nous avons réprimée, une force que nous ne nous autorisons pas à exprimer. De même, si nous sommes irrités par l'arrogance de quelqu'un, il est possible que nous ayons peur de notre propre assurance, que nous ayons enfoui toute forme de fierté. Les relations intimes sont particulièrement révélatrices. Dans l'intimité, nos défenses s'abaissent, nos masques deviennent plus légers, et ce qui est caché émerge plus facilement. C'est pourquoi les relations de couple sont souvent si difficiles. Elles activent des zones que nous préférerions garder endormies. Elles révèlent des besoins que nous ignorions. Elles exposent des peurs que nous pensions avoir dépassées. Le psychothérapeute Arvil Hendrix suggérait que nous choisissons souvent des partenaires qui ressemblent, d'une manière ou d'une autre, aux figures parentales. Non pas consciemment, mais parce que ces personnes activent les mêmes zones émotionnelles et, dans la relation, nous rejouons des dynamiques anciennes, nous tentons de résoudre des blessures passées, nous cherchons à obtenir ce qui nous a manqué. Cela ne signifie pas que toutes les relations sont des répétitions névrotiques, mais cela signifie que les relations ne sont jamais neutres, qu'elles portent toujours des enjeux qui dépassent la surface, et que l'autre, par sa simple présence, révèle des parts de nous que nous ne voyons pas seuls. Reconnaître cela ne signifie pas analyser constamment nos relations, ni chercher à tout comprendre, mais simplement remarquer. Quand une réaction semble disproportionnée, quand un conflit se répète, quand une attirance ou un rejet est particulièrement intense, il est possible que nous soyons face à quelque chose qui nous concerne, quelque chose qui vient de notre propre intérieur, et non uniquement de l'autre. Les relations, dans cette perspective, ne sont pas seulement des lieux de partage, elles sont aussi des lieux de révélation, où nous pouvons, si nous y prêtons attention, découvrir des parts de nous que nous ne connaissions pas, y compris des parts d'ombre que l'autre, sans le savoir, fait émerger. Parfois, nous nous surprenons nous-mêmes dans une relation. Nous réagissons d'une manière que nous ne reconnaissons pas. Nous disons des choses que nous ne pensions pas. Nous ressentons des émotions que nous ne savions pas porter. C'est déstabilisant, mais c'est aussi une opportunité de voir ce qui était caché, de rencontrer des parts de nous que la solitude maintient endormis. La notion de complétude. Nous parlons souvent de complétude, de devenir complet, de nous sentir entiers, comme s'il existait un état final, un point d'arrivée, un moment où nous serions enfin réconciliés avec nous-mêmes. Mais peut-être que cette idée elle-même est une illusion. Jung utilisait le terme d'individuation, un processus de devenir soi-même, de se différencier, de reconnaître sa singularité. Mais ce processus n'a pas de fin, il n'aboutit pas à un état de perfection. L'individuation est un mouvement, pas une destination. Devenir entier ne signifie pas atteindre la complétude. Cela signifie accepter l'incomplétude. Accepter que nous resterons toujours partiellement inconnus à nous-mêmes, que des zones resteront dans l'ombre, que des contradictions persisteront.
et que c'est précisément cette incomplétude qui nous rend humains. La philosophe Simone de Beauvoir écrivait que l'existence précède l'essence, que nous ne sommes pas des êtres fixes, définis une fois pour toutes. Nous sommes en constant devenir, en perpétuelle redéfinition. Chaque choix nous crée, chaque expérience nous modifie, chaque rencontre nous transforme. Cette perspective existentialiste rejoint l'idée jungienne. Nous ne pouvons pas figer notre identité, nous ne pouvons pas dire « voilà maintenant je sais qui je suis », car dès que nous le disons, quelque chose en nous continue de bouger, de se transformer, d'échapper à la définition. L'ombre participe de cette dimension mouvante. Elle n'est pas un ensemble fixe de contenus refoulés, elle se modifie au fil de notre vie. Ce qui était dans l'ombre peut émerger, ce qui était conscient peut s'obscurcir. Les valeurs que nous défendions peuvent devenir encombrantes, les traits que nous rejetions peuvent devenir précieux. Cette fluidité peut sembler déstabilisante. Nous aimerions pouvoir nous fixer, savoir définitivement qui nous sommes, mais cette fixité serait une mort. C'est le mouvement qui nous maintient vivants, c'est l'incertitude qui nous garde ouverts, c'est l'incomplétude qui nous permet de continuer à devenir. Accepter cela ne produit pas de paix immédiate, cela ne résout pas l'angoisse existentielle, cela ne nous rend pas sereins face à notre propre mystère, mais cela nous permet peut-être de cesser de chercher une résolution impossible, de cesser de vouloir nous achever, de cesser de croire qu'un jour nous serons enfin complets. Et dans cette acceptation de l'inachèvement, il y a une forme de liberté, la liberté de continuer à changer, sans avoir à justifier ces changements, sans avoir à rester fidèles à une image figée de nous-mêmes. Nous pouvons nous autoriser à ne plus être demain ce que nous sommes aujourd'hui, à changer d'avis, à découvrir de nouvelles parts de nous, à laisser mourir d'anciennes versions, sans culpabilité, sans sentiment de trahison, car nous ne sommes pas une chose fixe à préserver, nous sommes un processus vivant en constante transformation. Les fragments qui ne se rejoignent pas. Nous sommes faits de fragments, des morceaux d'expérience, des éclats de mémoire, des parts de nous qui appartiennent à différents moments, à différents contextes. Ces fragments ne forment pas nécessairement un tout cohérent. Le soi n'est pas une unité stable. C'est une construction narrative que nous créons pour donner un sens à notre expérience. Nous racontons notre vie comme une histoire, avec un début, un développement, une continuité. Mais cette histoire est une interprétation, une version parmi d'autres possibles. Le psychologue Dan McAdams a étudié ces récits de vie. Il montrait que nous construisons notre identité en créant une histoire cohérente à partir de nos expériences. Mais dans cette construction, nous sélectionnons, nous oublions certains éléments, nous en mettons d'autres en avant. Nous réinterprétons constamment notre passé à la lumière de notre présent. Cette narration laisse de côté des fragments qui ne s'intègrent pas, des moments qui ne correspondent pas à l'histoire que nous voulons raconter, des parts de nous qui ne rentrent pas dans le récit cohérent. Ces fragments exclus forment une partie de l'ombre. Par exemple, si nous construisons une identité autour de la générosité, nous pourrions exclure de notre récit tous les moments où nous avons été égoïstes. Ces moments ne disparaissent pas pour autant, ils restent en nous comme des éclats dissonants, des fragments qui contredisent l'histoire principale. Le philosophe Paul Ricoeur parlait de l'identité narrative. Il disait que nous sommes les histoires que nous racontons sur nous-mêmes, mais il reconnaissait aussi que ces histoires sont toujours partielles, qu'elles ne peuvent jamais capturer la totalité de ce que nous sommes, qu'il reste toujours un résidu, quelque chose qui échappe à la narration. Ce résidu, c'est l'ombre, tout ce qui ne peut pas être intégré dans le récit conscient, tout ce qui reste en dehors de l'histoire que nous voulons raconter. Reconnaître que nous sommes fragmentés, que tous nos morceaux ne se rejoignent pas. Ce n'est pas accepter une défaite,
c'est reconnaître la réalité de notre structure psychique. Nous ne sommes pas des blocs homogènes, nous sommes des assemblages complexes, des mosaïques dont certaines pièces ne se touchent même pas. Et peut-être que la richesse réside précisément dans cette fragmentation, dans la capacité à contenir des éléments disparates, sans avoir besoin de les unifier, sans avoir besoin de créer une harmonie artificielle. Nous portons en nous l'enfant que nous avons été, l'adolescent rebelle ou conformiste, l'adulte que nous sommes devenus. Et toutes ces versions coexistent. Parfois l'enfant, blessé, réagit, parfois l'adolescent se révolte, parfois l'adulte tente de maintenir le contrôle. Ces parts ne se coordonnent pas toujours, elles peuvent se contredire, se battre entre elles. Et c'est normal. Nous ne sommes pas tenus d'être une unité parfaite, nous pouvons être une multiplicité, une constellation de fragments qui parfois s'accordent et parfois dissonnent. La transmission silencieuse. Nous héritons de plus que des gènes. Nous recevons aussi des silences, des non-dits, des ombres familiales. Chaque famille porte des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des événements qu'on ne mentionne jamais, des émotions qu'on ne nomme pas. Ces secrets ne restent pas confinés à ceux qui les gardent, ils se transmettent. Les enfants sentent ce qui n'est pas dit, ils perçoivent les tensions, les évitements, les zones de silence. La psychanalyste Françoise Dolto parlait du fantôme dans la psyché, des contenus non élaborés qui se transmettent d'une génération à l'autre. Nicolas Abraham et Maria Torok ont développé cette idée. Ils parlaient de la crypte, un espace psychique où sont enfermés des secrets indicibles, des traumas non reconnus, des hontes cachées. Cette crypte se transmet sans que personne ne sache exactement ce qu'elle contient. Les recherches récentes en épigénétique suggèrent même que les traumas peuvent laisser des traces biologiques transmissibles, des modifications dans l'expression des gènes qui se transmettent aux générations suivantes. Les descendants de personnes ayant vécu des traumas sévères montrent parfois des patterns de stress similaires, sans avoir vécu eux-mêmes les événements traumatiques. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à porter indéfiniment les ombres de nos ancêtres, mais cela signifie que notre ombre personnelle contient aussi une dimension transgénérationnelle, des peurs qui ne nous appartiennent pas vraiment, des hontes dont nous ignorons l'origine, des schémas que nous répétons sans comprendre pourquoi. Reconnaître cette transmission ne nécessite pas de tout connaître du passé familial. Nous ne pouvons pas toujours retracer l'origine. Certains secrets sont perdus, certaines histoires sont oubliées. Mais nous pouvons reconnaître que nous portons des choses qui nous dépassent, que notre ombre n'est pas seulement individuelle, qu'elle contient aussi des strates familiales, culturelles, historique. Cette reconnaissance peut alléger le poids, non pas parce qu'elle résout quoi que ce soit, mais parce qu'elle nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls responsables de tout ce que nous portons, que certaines de nos ombres ont été héritées et que les reconnaître comme telles crée une petite distance. Une distance qui permet de porter sans être complètement identifié. Parfois, une peur que nous portons vient d'un événement que nous n'avons jamais vécu. Une angoisse transmise par un parent, qui lui-même l'a reçue d'un grand-parent. Et si nous pouvons voir cela, voir que cette peur n'est pas née en nous, qu'elle traverse les générations, alors peut-être pouvons-nous commencer à la porter différemment, non plus comme notre peur, mais comme une peur que nous avons héritée et que nous pouvons choisir de ne pas transmettre. Le refus de la lumière. Nous pensons généralement que l'ombre contient ce qui est sombre, ce qui est négatif, ce qui était mauvais. Mais parfois, l'ombre contient aussi de la lumière. Jung parlait de l'ombre dorée, des potentiels positifs que nous refusons de reconnaître, notre créativité que nous n'osons pas exprimer, notre puissance que nous craignons de manifester, notre beauté que nous préférons nier,
notre intelligence que nous minimisons. Pourquoi rejetterions-nous des qualités positives? Parce que les montrer peut faire peur. Être brillant peut signifier se distinguer, attirer l'attention, provoquer l'envie. Être puissant peut signifier porter des responsabilités, prendre de la place, risquer le rejet. Être créatif peut signifier s'exposer au jugement, sortir de la norme, affirmer une singularité qui pourrait isoler. Marianne Williamson, dans un texte souvent cité, écrivait « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. » Cette idée peut sembler contre-intuitive, mais elle touche quelque chose de réel. Nous avons appris très tôt à ne pas être trop intelligent, trop beau, trop talentueux, car être trop menace l'équilibre social, peut provoquer la jalousie, peut créer de la distance. Alors nous minimisons, nous nous faisons plus petits que nous sommes, nous cachons nos talents, nous diluons notre éclat, et ces parts lumineuses rejoignent l'ombre. L'intégration de l'ombre ne signifie donc pas seulement accepter nos parts sombres, elle signifie aussi reconnaître nos potentiels lumineux que nous avons enfouis, non pas pour les exhiber, non pas pour en faire une performance, mais simplement pour les laisser exister, pour leur donner une place, sans honte, sans excuse. Cela ne signifie pas devenir arrogant, ni narcissique. Cela signifie simplement cesser de se diminuer, cesser de s'excuser d'exister pleinement, cesser de cacher ce que nous sommes par peur de déranger. L'ombre dorée demande la même reconnaissance que l'ombre sombre. Elle demande à être vue, même si cela fait peur, même si cela dérange. Parce que devenir entier inclut aussi nos parts de lumière, nos forces, nos talents, nos beautés, tout ce que nous avons caché parce que briller semblait dangereux. Parfois, reconnaître notre lumière est plus difficile que reconnaître notre ombre, parce que cela implique de sortir de la discrétion, de prendre une place, de s'autoriser à être vu. Et cela peut sembler terriblement risqué, risque d'être rejeté, risque d'être envié, risque d'être seul. Mais le refus de notre lumière nous appauvrit autant que le refus de notre ombre. Il nous maintient dans une version diminuée de nous-mêmes, et il prive le monde de ce que nous pourrions offrir. L'ombre collective. L'ombre n'existe pas seulement au niveau individuel. Les groupes, les sociétés, les cultures portent aussi leurs ombres. Jung parlait de l'ombre collective, les contenus refoulés non pas par un individu, mais par une culture entière. Tout ce qu'une société juge inacceptable, tout ce qu'elle refuse de reconnaître, tout ce qu'elle projette sur d'autres groupes. L'histoire nous montre comment les ombres collectives se manifestent dans les génocides, dans les persécutions, dans les guerres. Un groupe projette sur un autre tout ce qu'il refuse de voir en lui-même. L'autre devient le réceptacle de l'ombre collective. Il est déshumanisé, diabolisé, rendu responsable de tous les maux. Les nazis projetaient sur les juifs leurs propres peurs et leurs propres désirs refoulés. Les colonisateurs européens projetaient sur les peuples colonisés leur propre sauvagerie qu'ils refusaient de reconnaître. Les régimes totalitaires projettent sur les dissidents la menace qu'ils représentent eux-mêmes. Ces projections collectives sont extrêmement dangereuses, parce qu'elles sont renforcées par le groupe, parce qu'elles deviennent une vérité partagée, parce qu'elles permettent de commettre l'inacceptable en se sentant justifié. Mais l'ombre collective ne se manifeste pas seulement dans les cas extrêmes, elle opère aussi dans notre quotidien, dans la manière dont une société traite certains groupes, les pauvres, les malades mentaux, les personnes âgées, les migrants. Chaque culture désigne certaines catégories comme autres, comme étant en dehors de la norme, et sur ces autres, elle projette ce qu'elle refuse de reconnaître en elle-même. Reconnaître l'ombre collective ne signifie pas dissoudre notre responsabilité individuelle,
Nous ne pouvons pas dire « c'est la société, pas moi », car nous participons à cette société, nous intériorisons ses valeurs, nous reproduisons ses exclusions. Mais reconnaître l'ombre collective nous permet de voir que certaines de nos ombres personnelles sont façonnées culturellement, que nous avons appris à rejeter certaines parts de nous parce que notre culture les rejette, et que parfois, travailler sur notre ombre personnelle signifie aussi questionner les valeurs collectives que nous avons intériorisées. Jung disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons destin. Cela vaut aussi au niveau collectif. Tant qu'une société ne reconnaît pas son ombre, elle la projettera sur d'autres. Elle répétera les mêmes patterns destructeurs. Elle se croira innocente tout en perpétuant la violence. Nous ne pouvons pas résoudre l'ombre collective seuls, mais nous pouvons commencer par reconnaître notre participation. Les moments où nous avons exclu, jugé, projeté, non pas pour nous culpabiliser, mais pour voir comment l'ombre collective passe aussi par nous. Chaque fois que nous désignons un groupe comme responsable de nos problèmes, chaque fois que nous simplifions le monde en bons et méchants, chaque fois que nous déshumanisons ceux qui ne nous ressemblent pas, nous participons à la projection de l'ombre collective. Et voir cela, reconnaître notre participation, c'est déjà un premier pas. La solitude nécessaire. Pour rencontrer notre ombre, nous avons besoin de solitude. Non pas l'isolement, non pas la coupure, mais des moments où nous sommes seuls avec nous-mêmes, sans distraction, sans fuite possible. Dans notre monde saturé de stimulation, nous avons toujours quelque chose à faire, quelqu'un à contacter, un écran à regarder. Cette constante occupation n'est pas innocente. Elle nous protège de quelque chose, elle nous empêche de nous retrouver face à nous-mêmes. Pascal écrivait, au XVIIe siècle, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Cette observation reste actuelle. Nous fuyons la solitude, nous remplissons chaque instant, nous évitons le silence. Parce que dans le silence, dans la solitude, quelque chose émerge. Des pensées que nous préférons ne pas avoir, des émotions que nous préférons ne pas ressentir, des questions que nous préférons ne pas nous poser. Les recherches en psychologie montrent que beaucoup de personnes préfèrent recevoir des chocs électriques légers plutôt que de rester seules avec leurs pensées pendant 15 minutes. Cette expérience révèle quelque chose. Notre inconfort profond face à notre propre compagnie, notre difficulté à simplement être, sans faire, sans nous distraire. Mais c'est précisément dans ces moments de solitude, inconfortables, que l'ombre peut se montrer. Quand nous cessons de fuir, quand nous acceptons de rester, des choses émergent. Pas nécessairement de manière claire, pas nécessairement sous forme de révélation, mais comme des présences, des sensations, des impressions diffuses. La solitude nécessaire n'est pas une pratique spirituelle sophistiquée, c'est simplement le fait de s'accorder des moments, sans objectif, sans agenda, sans attente, des moments où nous ne cherchons pas à nous améliorer, ni à méditer correctement, ni à obtenir un résultat, juste des moments où nous acceptons d'être là, avec ce qui est. Dans ces moments, l'ombre n'est pas un adversaire à combattre. Team 0.6, elle est simplement une part de notre paysage intérieur, une zone que nous pouvons commencer à reconnaître sans avoir besoin de la transformer. La solitude ne résout rien, mais elle crée un espace où nous pouvons commencer à sentir ce que nous portons, à reconnaître ce qui est là, sans jugement immédiat, sans correction automatique, juste une présence à ce qui existe en nous, y compris ce qui reste dans l'obscurité. Parfois, dans cette solitude, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, non pas au sens d'une présence extérieure, mais au sens où nous découvrons la multiplicité intérieure.
toutes ces parts qui habitent en nous, qui attendent simplement d'être reconnues. Time, Inc.5. Le corps sait. L'ombre ne réside pas seulement dans la psyché, elle s'inscrit aussi dans le corps. Nos tensions, nos douleurs chroniques, nos postures habituelles portent souvent la trace de ce que nous refusons de reconnaître. Wilhelm Reich, psychanalyste et contemporain de Freud, parlait de la cuirasse caractérielle. L'idée que nos défenses psychiques se manifestent aussi dans notre corps. Nous contractons certains muscles, nous retenons notre respiration, nous figeons certaines zones pour ne pas sentir, pour ne pas laisser émerger certaines émotions. Par exemple, quelqu'un qui a appris à ne jamais pleurer pourrait développer une tension chronique au niveau de la gorge. Quelqu'un qui a appris à toujours contrôler sa colère pourrait porter une tension dans les mâchoires, dans les épaules. Quelqu'un qui a appris à ne jamais montrer sa peur pourrait retenir sa respiration, créer une rigidité dans le diaphragme. Ces patterns corporels ne sont pas conscients. Nous ne décidons pas de contracter tel ou tel muscle, cela se fait automatiquement. Mais le corps garde la mémoire. Et parfois, quand nous touchons certaines zones tendues, quand nous respirons différemment, quand nous bougeons d'une manière inhabituelle, des émotions surgissent, sans raison apparente, sans lien avec ce qui se passe dans le moment présent. C'est le corps qui libère ce qu'il a retenu. Les approches somatiques en psychothérapie travaillent avec cette dimension. La thérapie centrée sur le corps, la méthode Feldenkrais, le yoga thérapeutique. Toutes ces approches reconnaissent que nous ne pouvons pas accéder à tout par la pensée, que le corps porte des informations que la conscience ne peut pas atteindre directement. Cela ne signifie pas que nous devons tout libérer, ni que nous devons nécessairement exprimer toutes les émotions retenues, mais cela signifie que prêter attention au corps, à ses tensions, à ses zones figées, à sa respiration, peut nous donner accès à des parts de notre ombre que nous ne percevons pas mentalement. Parfois, simplement respirer plus profondément permet de sentir quelque chose que nous retenions, une tristesse, une peur, une fatigue, qui était là, maintenue à distance par la respiration superficielle. Le corps ne ment pas. Il ne peut pas construire de fausses narratives. Il ne peut pas se raconter d'histoires. Il porte simplement ce qui est. Et en ce sens, il est un allié précieux pour rencontrer notre ombre, parce qu'il nous ramène à ce qui est ressenti, au-delà de ce qui est pensé. Parfois, nous savons intellectuellement que nous portons une émotion, mais nous ne la sentons pas vraiment. Elle reste abstraite, conceptuelle. C'est seulement quand elle se manifeste dans le corps qu'elle devient réelle, qu'elle cesse d'être une idée pour devenir une expérience. L'imperfection comme condition. Nous vivons dans une culture de la perfection. Les images que nous voyons, les récits que nous consommons, les standards que nous intériorisons, tous nous disent que nous devrions être meilleurs, plus accomplis, plus cohérents, plus maîtrisés. Cette quête de perfection crée une pression immense et elle nourrit l'ombre, car tout ce qui ne correspond pas à cette image de perfection, tout ce qui est imparfait, chaotique, contradictoire, doit être caché, rejeté, nié. Mais l'imperfection n'est pas un défaut à corriger, c'est une condition de l'existence. Leonard Cohen chantait « There is a crack in everything. That's how the light gets in. » Il y a une fissure en toute chose, c'est par là que la lumière entre. Cette image est puissante. Elle suggère que nos fissures, nos imperfections, nos zones d'ombre ne sont pas des obstacles à notre complétude. Elles sont les ouvertures par lesquelles quelque chose peut passer. Dans la tradition japonaise, il existe une pratique appelée kintsugi. Quand un objet en céramique se brise, au lieu de le jeter ou de cacher la réparation, on recolle les morceaux avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Les fissures deviennent visibles, elles sont mises en valeur,
elles font partie de la beauté de l'objet. L'objet réparé n'est pas considéré comme abîmé, il est considéré comme ayant une histoire, une profondeur, une beauté qui vient précisément de ses brisures. Nous pourrions appliquer cette philosophie à nous-mêmes. Nos brisures, nos zones d'ombre, nos imperfections ne sont pas des défauts qui nous rendent moins valables, elles font partie de ce que nous sommes. Elles portent notre histoire, nos difficultés, nos tentatives de survivre. Accepter l'imperfection ne signifie pas renoncer à grandir, ni cesser de vouloir s'améliorer, mais cela signifie cesser de croire qu'un jour nous serons parfaits, que nous pourrons éliminer toutes nos contradictions, résoudre toutes nos tensions, intégrer toutes nos ombres dans une harmonie totale. Cette acceptation peut sembler une défaite, mais elle est en réalité une libération. La libération de la pression constante d'être impeccable, la libération de la honte qui accompagne chaque imperfection, et peut-être aussi la possibilité d'une douceur envers soi-même, une douceur qui reconnaît que nous faisons ce que nous pouvons, que nous portons ce que nous pouvons porter, et que c'est suffisant, non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. Nos imperfections nous rendent humains, elles nous connectent aux autres, car tous portent des fissures, tous portent des ombres. Et quand nous cessons de prétendre être parfaits, quand nous acceptons de montrer nos vulnérabilités, nous créons des espaces où les autres peuvent faire de même. Les cycles de lumière et d'obscurité. Nous ne sommes pas constants. Il y a des moments où nous nous sentons plus entiers, plus clairs, plus présents. Et il y a des moments où nous nous sentons fragmentés, confus, perdus. Ces cycles sont naturels. Nous ne pouvons pas rester en permanence dans la lumière, ni en permanence dans l'obscurité. Nous oscillons. Les traditions anciennes reconnaissaient ces cycles. Les mythes parlent de descente aux enfers, de traversée de la nuit, de mort et de renaissance. Le héros descend dans les profondeurs, il y affronte l'obscurité, il en ressort transformé. Mais la transformation n'est jamais définitive. D'autres descentes viendront, d'autres nuits, d'autres confrontations avec l'ombre. Dans notre culture moderne, nous avons tendance à voir ces descentes comme des échecs, comme des régressions, comme des signes que nous n'avons pas bien travaillé sur nous-mêmes. Nous voudrions une progression linéaire, un mouvement constant vers plus de lumière, plus de clarté, plus de maîtrise. Mais la vie psychique ne fonctionne pas ainsi. Elle fonctionne par cycles, des moments d'expansion suivis de moments de contraction, des périodes de clarté suivies de périodes de confusion. Et ces mouvements ne sont pas des erreurs, ils font partie du processus vivant. Jung parlait de l'énantiodromie, un terme emprunté au philosophe grec Héraclite, l'idée que toute chose, poussée à l'extrême, se transforme en son contraire. Trop de lumière devient aveuglante, trop de clarté devient superficielle, trop de conscience devient rigide, et alors un mouvement compensatoire se produit. Nous basculons vers l'obscurité, vers la confusion, vers l'inconscient, non pas par faiblesse, mais par nécessité. Ces descentes ne sont pas agréables. Elles peuvent être douloureuses, désorientantes, effrayantes, mais elles servent quelque chose. Elles nous ramènent à des parts de nous que nous avions oubliées. Elles nous forcent à ralentir, à questionner ce que nous pensions acquis. Reconnaître ces cycles ne les rend pas faciles, mais cela nous permet peut-être de les traverser différemment, sans nous juger, sans penser que nous échouons, sans résister de toutes nos forces, juste en reconnaissant que nous sommes dans une phase, que cette phase passera, qu'une autre viendra, et que cette alternance fait partie de ce que signifie être vivant. Les saisons nous enseignent cela. L'hiver n'est pas un échec de l'été, c'est une phase nécessaire. Sans l'hiver, la terre s'épuiserait.
Sans le repos, la croissance serait impossible. De même, sans les descentes dans l'obscurité, sans les moments de confusion et de retrait, nous nous épuiserions, nous perdrions le contact avec nos profondeurs. La présence à ce qui est. Au-delà de toute compréhension, au-delà de toute intégration, il y a simplement la présence, la capacité à être là, avec ce qui est, sans chercher à le changer, sans chercher à le comprendre, sans chercher à le résoudre. Cette présence n'est pas passive, elle n'est pas résignation, c'est une forme active d'attention, une attention qui reconnaît ce qui est là, sans ajouter de jugement, sans ajouter d'histoire. L'ombre demande peut-être simplement cette présence, non pas notre compréhension, non pas notre acceptation au sens de l'approbation, mais notre reconnaissance. La reconnaissance que quelque chose existe, même si nous ne l'aimons pas, même si nous préférerions qu'il n'existe pas. Cette reconnaissance ne transforme pas l'ombre en lumière, elle ne la fait pas disparaître, mais elle change notre relation à elle. Nous cessons de lutter contre, nous cessons de nier, nous cessons de fuir. Nous sommes simplement là, avec ce qui est. Dans les traditions contemplatives, cette qualité de présence est cultivée, non pas comme une technique, mais comme une manière d'être. La pleine conscience, la méditation, vipassana, le zazen, toutes ces dhyasat pratiques développent la capacité à être présent sans réagir, à observer ce qui émerge, sans s'identifier immédiatement, sans juger immédiatement, sans agir immédiatement. Cette présence crée un espace entre ce qui est et notre réaction. Dans cet espace, nous ne sommes pas déterminés par notre ombre. Nous pouvons la voir, la reconnaître et choisir comment y répondre ou choisir de ne pas y répondre. Cette capacité de présence ne se développe pas du jour au lendemain. Elle demande de la pratique, de la patience, de la douceur envers soi-même, car nous allons échouer, nous allons réagir automatiquement, nous allons nous identifier à nos ombres, encore et encore. Mais peut-être que chaque moment de présence, même bref, même imparfait, est un pas vers une relation différente avec nous-mêmes, une relation moins conflictuelle, moins violente, plus spacieuse, où l'ombre peut exister sans nous engloutir. La présence n'est pas une solution, elle ne résout pas les problèmes, elle ne dissout pas les ombres, mais elle crée une qualité différente dans notre expérience. Une qualité où nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes, où nous pouvons simplement être avec tout ce que nous sommes, y compris ce qui reste dans l'obscurité. Ce qui reste non dit. Il y a des choses que nous ne disons jamais, des pensées que nous gardons pour nous, des émotions que nous ne partageons pas, des désirs que nous n'avouons à personne. Ce non-dit n'est pas toujours conscient. Parfois, nous ne savons même pas que nous cachons quelque chose. C'est simplement devenu automatique de taire certaines parts, de ne pas les laisser s'exprimer. Mais ce qui reste non dit ne disparaît pas. Il s'accumule, il pèse, il crée une distance entre nous et les autres, mais surtout entre nous et nous-mêmes. Dans certaines cultures, il existe des rituels pour ce non-dit, des espaces où ce qui ne peut pas être dit dans le quotidien peut s'exprimer. Les confessions religieuses, les cercles de parole, dikasi, les rituels cathartiques. Ces espaces reconnaissent que nous avons besoin de lieux où le masque peut tomber, où nous pouvons dire ce que nous ne disons jamais ailleurs. Dans notre société moderne, ces espaces sont rares. La thérapie peut en être un, mais elle n'est pas accessible à tous, et elle n'est pas la seule forme possible. Parfois, un ami proche peut créer cet espace. Parfois,
l'écriture personnelle, parfois simplement un moment seul où nous nous autorisons à penser ce que nous ne pensons jamais. Le non-dit nourrit l'ombre. Tout ce que nous ne pouvons pas dire, tout ce que nous ne pouvons pas montrer, se dépose dans les zones obscures, et plus nous le gardons caché, plus il devient chargé, plus il devient menaçant. Mais dire ne signifie pas nécessairement exposer publiquement. Nous ne devons pas tout révéler, nous ne devons pas mettre notre intérieur à nu devant tout le monde. Certaines choses peuvent rester privées, certaines choses méritent protection. Mais il y a une différence entre protéger et réprimer. Protéger, c'est reconnaître quelque chose en soi et choisir de ne pas le partager. Réprimer, c'est refuser de reconnaître que cette chose existe. Nous pouvons commencer par nous dire à nous-mêmes ce que nous ne disons à personne d'autre, simplement reconnaître intérieurement, sans jugement, sans censure, que certaines pensées existent, que certains désirs sont là, que certaines peurs nous habitent. Cette reconnaissance silencieuse peut déjà changer quelque chose. Elle crée une petite ouverture, un espace où ce qui était complètement refoulé peut au moins exister dans notre conscience, même si personne d'autre ne le sait. Parfois, écrire ce non-dit dans un journal personnel, sans intention de le montrer, permet de lui donner une forme, de le sortir du silence complet, et cela peut suffire pour que ce qui était oppressant devienne simplement présent, pour que ce qui était menaçant devienne reconnu. La vastitude silencieuse. Au-delà de tous les concepts, au-delà de toutes les théories, il y a simplement ce que nous sommes. Vaste, contradictoire, partiellement inconnu à nous-mêmes. Cette vastitude n'est pas quelque chose à atteindre. Elle est déjà là, même si nous ne la percevons pas toujours, même si nous nous sentons parfois petits, limités, définis. Nous contenons des multitudes, des parts lumineuses et des parts sombres, des forces et des fragilités, des certitudes et des doutes. Et toutes ces parts coexistent, sans nécessairement s'harmoniser, sans nécessairement se réconcilier. Devenir entier, ce n'est peut-être rien d'autre que reconnaître cette vastitude, cesser de vouloir nous réduire à une version simple, cohérente, acceptable, et accepter d'être complexe, contradictoire, parfois incompréhensible même à nos propres yeux. Cette acceptation ne résout rien. Elle ne nous rend pas meilleurs, elle ne nous guérit pas, mais elle nous rend peut-être plus réels, plus proches de ce que nous sommes vraiment, au-delà de ce que nous voudrions être. Et dans cette proximité avec nous-mêmes, même inconfortable, même imparfaite, il y a quelque chose de vivant, quelque chose qui ne peut exister que si nous cessons de fuir nos ombres, si nous cessons de prétendre être seulement lumière. La nuit autour de nous s'approfondit, et peut-être que dans cette obscurité, dans ce silence, nous pouvons commencer à sentir que nous sommes plus vastes que nos peurs, plus grands que nos hontes, plus profonds que nos contradictions. Non pas parce que nous les avons résolues, mais parce que nous sommes capables de les contenir, de les porter sans en être brisés. Et peut-être que c'est cela, devenir entier, non pas devenir parfait, non pas devenir lumineux, mais devenir capable de laisser coexister en soi la lumière et l'ombre, le connu et l'inconnu, le réconcilié et l'irréconciliable. Tout cela, en même temps, sans chercher à résoudre, sans chercher à choisir, simplement en étant là, avec tout ce que nous sommes, y compris ce que nous ne comprenons pas, y compris ce que nous n'aimons pas, y compris ce qui restera toujours dans l'obscurité. Si ce voyage à travers les zones d'ombre vous a accompagné, si ces réflexions ont trouvé un écho en vous, vous pouvez soutenir Sommeil et Savoir en vous abonnant à la chaîne. Maintenant, laissez votre esprit se détendre,
Laissez ces pensées se déposer doucement. Vous n'avez pas besoin de les retenir, vous n'avez pas besoin de les comprendre complètement. Laissez simplement le sommeil venir, avec toutes vos parts, vos lumières et vos ombres, vos certitudes et vos doutes. Vous êtes vaste, plus vaste que vous ne le pensez. Bonne nuit.